Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Jean-Luc Abiyarimana. Jean-Luc Abiyarimana, né à Kigali vers 1976, il a exactement 18 ans le 6 avril 1994 et atteint la cinquantaine en 2026. Il est l'un des 8 enfants de Juvenal Abiyarimana, président du Rwanda de 1973 à 1994, et d'Agathe Kanzinga, souvent appelée Maman Agathe, dans la diaspora. Il est fréquemment décrit comme le deuxième fils de la fratrie. Ses frères et sœurs connus incluent Jeanne Abiyarimana, Marie-Alphonse Tilivamunda, Jean-Mercier Abiyarimana, Léon Abiyarimana, frère avec qui il signe des documents associatifs, et d'autres enfants plus jeunes ou moins médiatisés. La famille élargie compte des liens avec des figures influentes dans le régime MRD et selon des sources critiques avec des personnes poursuivies pour génocide, oncle Proté Zigiranirazo, tante religieuse Godelive et des alliances matrimoniales avec la famille de Félicien Kabuga, financier présumé du génocide. Jean-Luc est marié et père de famille. Il se présente souvent comme père, mari et fils, humble citoyen africain. Jean-Luc grandit dans la résidence officielle de Kanombe, dans un quartier sécurisé de Kigali. Son enfance est protégée, entourée de la garde présidentielle et des privilèges du pouvoir. Il observe les mécanismes du régime autoritaire mis en place par son père après les coups d'État du 5 juillet 1973 contre Grégoire Kayibanda, qui mourra de faim en prison en 1976. Le régime instaure des quotas ethniques et régionaux, renforce le contrôle du Nord sur l'État et maintient une paix relative jusqu'à l'invasion du FPR en octobre 1990. L'adolescent Jean-Luc perçoit les tensions, guerre civile, attentat de 1993, négociation d'Arusha, que son père signe pour un gouvernement de transition. Il décrit plus tard une atmosphère de sécurité renforcée et de pertes progressives de liberté. Le 6 avril 1994, vers 20h30, Jean-Luc, 18 ans, est à la résidence familiale avec sa mère Agathe et sa sœur Jeanne et ses nièces et sa sœur Merci et d'autres proches. Il voit et entend l'avion présidentiel Falcon 50 approcher, puis 2 missiles tirés depuis les collines de Masaka frappent l'appareil qui s'écrase dans les jardins. Les débris et des corps tombent autour de la maison, selon le témoignage du TPIR transcrit dans les audiences comme ISTR 9841 ou ISTR 0173 et rapporté des enquêtes. Jean-Luc, armé d'un fusil R4, se promène dans la résidence et exprime le souhait de tirer une balle dans le cadavre de la première ministre Agathe Uwilingiyimana, assassinée dans la nuit par la garde présidentielle. Des proches, dont sa mère, selon certains récits, lui dissuadent pour éviter des réactions violentes. Les officiers supérieurs passent à la résidence cette nuit-là. Le colonel Félicien Muberuka, commandant du camp de Kanombe, major Aloïs Tabukuze, bataillon paracommando, major Portres Biragne, garde présidentielle, etc. Une messe et des prières sont organisées le 7 avril avec l'archevêque de Kigali et des familles des victimes de l'avion. La famille fuit les Rwanda le 9 avril 1994, jour de la prestation de serment du gouvernement intérimaire dirigé par Théodore Sindikuwabo. Il rejoint la France via le Zaïre, actuel RDC, pays qu'il remercie plus tard pour avoir accueilli les réfugiés. Installé en région parisienne avec sa mère, ils vivent ensemble pendant des décennies. Jean-Luc poursuit des études supérieures. Selon son profil LinkedIn, il travaille comme consultant en cybersécurité dans les régions de Grand Paris, notamment chez AXA Group Operation. Après des études à l'université de Limoges, il voyage, observe les Rwandais à distance et reste largement en retrait des médias pendant plus de 15 ans. La famille entretient des liens avec la diaspora Hutu en exil. En 2021, Jean-Luc, son frère Léon et sa sœur Marie Merci signent le statut d'une association parmi d'autres structures mémorielles. La famille lance le site www.abiyarimana.net le 6 avril 2021 pour commémorer l'attentat et défendre la mémoire de Juvenal Abiyarimana comme homme de paix assassiné.
À partir des années 2010, Jean-Luc prend la parole. Il dénonce l'absence des enquêtes sérieuses sur les attentats du 6 avril. Il parle d'apartheid mémorial. Les deuils de son père et des victimes Hutus seraient niés, tandis que le génocide contre les Tutsis d'avril-juillet 1994 est officiellement commémoré. Il accuse les FPR d'avoir déclenché la guerre en 1994 et d'avoir semé le chaos en RDC depuis 1996. Dans son interview DW de mai 2024, le Rwanda a un problème mémoriel. Il rencontre l'attentat avec précision. J'ai vu les débris s'échouer dans les jardins 30 ans après comme si c'était hier. Il plaide pour une mémoire partagée où tous les morts, sans distinction ethnique, puissent être pleurés. Des hommages annuels au 6 avril, des critiques virulentes contre Kagame, l'ingérence en RDC vers l'M23, violation des accords comme celui de Washington, risque des sanctions américaines. Il cite une étude d'Harvard Law School de 2006 qualifiant l'intervention rwandaise d'acte d'agression. Des mises en garde contre les faux comptes Facebook usurpant son identité pour escroquer des fonds, communiqué le 7 février 2026 en français, anglais et kényan. Il se dit guidé par la vérité du cœur, refuse la rancune et rêve d'un Rwanda réconcilié, apaisé où une nouvelle génération pourra plairer tous les morts. Fin 2025, début 2026, Jean-Luc franchit les pas politiques. Il publie un programme manifeste décrit comme poli et mesuré par Kété Presse, promettant démocratie, pluralisme, droits de l'homme, réforme politique et réconciliation. Il exprime son désir de se présenter à la présidence rwandaise, affirmant que son exil est une condition de survie et que ses droits des citoyens ne sont pas garantis au Rwanda. Il visite Kinshasa, en RDC, en février 2026, accueilli par les autorités congolaises ouvertement opposées à Kagame. Cette démarche est interprétée comme un alignement stratégique avec les forces anti-Kigali. Il n'a ni parti ni armée déclarée, mais se positionne comme une voix indépendante pour la justice et la paix. Il défend publiquement sa mère lorsque la justice française classe sans suite les poursuites contre elle en 2025. Jean-Luc est une figure extrêmement clivante, critique rwandaise officielle. Le New York Times, Iggy et Katy Press l'accusent de nostalgie des génocidaires, de révisionnisme, minimisation du génocide contre les Tutsis et des liens avec les FDLR. La famille serait leur principal bailleur de fonds selon certaines sources et d'absence de repentance pour les exactions sous le régime de son père. Purge, famine de Kaibanda, quota ethnique. L'incident du fusil R4 de 1994 est souvent rappelé comme preuve d'extrémisme précoce. Les associations des survivants et des médias l'accusent d'inverser des rôles victimes, bourreaux et de reproduire l'idéologie Hutu Power. Ses soutiens, certains exilés opposants au FPR, voient en lui un défenseur légitime de la vérité et de la réconciliation inclusive. Jean-Luc se présente comme un père de famille attaché à transmettre à ses enfants une mémoire juste. Sans justice normalisée, il vit entre la France et d'autres continents, reste actif sur les réseaux et insiste qu'il n'a ni parti ni armée, seulement une histoire à transmettre. En résumé, Jean-Luc Aberman apporte un nom qui condense l'histoire rwandaise contemporaine, pouvoir, tragédie, exil et mémoire disputée. À 50 ans, il passe d'un rôle de témoin discret à celui d'un acteur politique revendiqué dans un contexte régional tendu, conflit RDC-Rwanda, et face à un pouvoir andé qui voit en lui un symbole du passé qu'il faut dépasser. Son parcours reste une évolution marquée par des tensions permanentes entre héritage familial et aspiration à une vérité des cœurs qu'il défend avec persistance. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet épisode consacré à Jean-Luc Abiyarimana. Pour la suite, restez connectés sur la radio.